Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être dédiée au matériel russe qui est utilisé en Ukraine avec cette fois-ci un focus sur l'emploi des hélicoptères. On va voir ce qui est utilisé dans les deux camps, on va voir à quel point la Russie a modernisé son matériel et à quel point ces nouveaux hélicoptères qu'elle est la seule à posséder sont pertinents ou pas, et également un petit point sur l'exploitation de ces hélicoptères. Mais avant de continuer, je voudrais aussi vous rappeler qu'on a un sponsor grâce auquel on peut réaliser ces vidéos et collecter de l'argent au profit de l'Ukraine avec déjà plus de 20 000 € qui ont été reversés à des actions humanitaires. Aujourd'hui, notre sponsor, c'est NordVPN. Je vous avais déjà dit que NordVPN permet d'apparaître comme si on était connecté depuis un autre pays, ce qui permet d'accéder à du contenu normalement inaccessible. Par exemple, pour regarder une chaîne de télé de votre pays alors que vous êtes en déplacement. Mais NordVPN, c'est aussi un outil pour votre sécurité et votre discrétion numérique. Ça crypte votre flux de données pour qu'il ne puisse pas être intercepté, ce qui est évidemment fondamental quand vous êtes en déplacement ou simplement si vous utilisez un Wi-Fi public. Pour profiter de cette nouvelle option qui s'ajoute gratuitement aux fonctions habituelles, cliquez sur le lien qui est en description de cette vidéo, nordvpn.com/titelman, et bénéficiez d'un mois gratuit, puis d'une énorme réduction sur l'abonnement de 2 ans. Donc n'hésitez pas et naviguez en toute sécurité avec NordVPN. Donc on revient à nos hélicoptères et on commence par ceux qui sont exploités par les deux pays. Par exemple, le MiL Mi-8, qui est un hélicoptère de transport, qui est surnommé le HIP, qui fait 12 à 14 tonnes, qui a été produit à partir des années 60. Il a connu de très nombreuses évolutions et modernisations, et il y a une version plus moderne aujourd'hui qui s'appelle le Mi-17, qui a été lancé à partir des années 70 et qui est toujours en production. Au total, il y a plus de 17 000 Mi-8 et Mi-17 qui ont été produits dans les versions civiles et militaires, et du coup, évidemment, il est encore en service dans de nombreux pays, avec une soixantaine d'armées qui l'exploitent encore. Le Mi-8, il est en activité notamment dans l'armée russe et dans l'armée ukrainienne, et on peut souligner également que les États-Unis viennent de fournir à l'Ukraine des Mi-17 qui étaient initialement destinés à l'Afghanistan et qui avaient été achetés à la Russie il y a quelques années. Le deuxième hélicoptère qui est utilisé par les deux armées, c'est le Mi-24. C'est un hélicoptère d'attaque qui a une capacité de transport léger, jusqu'à 8 soldats en plus à l'arrière. Il est surnommé le Hind. Il a été mis en service en 1972 et plus de 2500 exemplaires ont été construits. La version qui est exploitée par l'Ukraine, c'est le Mi-24P, qui a été produit dans les années 80 et qui est beaucoup mieux armé que les versions originales, avec un canon bitube de 30 mm, alors qu'on était avec un simple canon de 12,7 dans la version originale, ainsi que 20 roquettes et 4 missiles. La version export de l'hélicoptère s'appelle le Mi-35, donc c'est pour ça que vous avez 3 appellations pour un hélicoptère qui est quasiment le même. Et la Russie officiellement exploite plus de 200 Mi-24, alors que l'Ukraine en avait probablement quelques dizaines avant la guerre, et certainement beaucoup moins aujourd'hui. Le troisième hélicoptère soviétique est encore utilisé aujourd'hui, et là pour le coup c'est uniquement par l'armée russe, c'est le Mi-26, qui est un hélicoptère de transport lourd, d'ailleurs c'est le plus lourd jamais construit en série dans le monde, avec pas moins de 5 personnes qui sont nécessaires pour gérer la machine. Il a une capacité de transport de 90 militaires ou de 20 tonnes, c'est-à-dire quasiment 2 fois plus que le CH-47 Chinook américain, et donc il a une masse maximale de décollage qui est de 56 tonnes, ce qui est absolument colossal, et de son côté il est en production depuis quasiment 40 ans, avec plus de 350 exemplaires qui ont été produits. Si vous suivez depuis quelques années, vous savez à quel point je suis fan des équipements soviétiques. Ce sont des appareils qui sont rustiques, qui sont robustes. Leur maintenance, c'est un cauchemar, c'est une certitude pour tout le monde. Mais leur faible coût relatif d'achat permet en partie de compenser ce coût élevé d'utilisation. Et surtout, ces antiquités continuent à voler. Et ça, c'est génial pour les passionnés parce qu'on voit vraiment un musée volant. Donc ça, c'est très sympa également. Leurs forces et leurs faiblesses sont parfaitement connues. Par exemple, il y a des faiblesses structurelles dans la queue qui ont provoqué par exemple un tiers des pertes des hélicoptères, comme le Mi-24 en Afghanistan. Il y a quelques défauts sur le blindage, mais en gros, il n'y a pas réellement de surprise. On sait qu'ils sont relativement inférieurs aux équivalents occidentaux qui ont été développés souvent un petit peu plus récemment et qui ont une optique, qui ont des systèmes électroniques, qui ont une avionique qui est plus élevée. Mais vu leur âge vénérable, on a plutôt tendance à penser que ce sont plus ou moins des jeeps volantes, avec des options qui sont souvent très intéressantes, mais ça reste des jeeps, alors que de notre côté occidental, on est plutôt habitué maintenant à devoir se contenter de quelques Ferrari, c'est-à-dire un nombre inférieur qui coûte très cher, qui sont super performantes, mais on n'a pas le nombre suffisant pour faire une masse comme les anciens pays du bloc de l'Est peuvent le faire. Donc, même si ces équipements sont vieux, ces équipements qui peuvent être tout à fait opérationnels s'ils sont bien employés. Par exemple, vous vous souvenez du raid des 2 hélicoptères ukrainiens sur le dépôt pétrolier de Belgorod en territoire russe, c'est-à-dire qu'ils ont appliqué
toutes les méthodes modernes pour monter un raid en exploitant la modernisation de leur appareil, ce qui a permis de déjouer la défense aérienne russe, et on sait que les Ukrainiens ont amélioré les Mi-24P pour une version très modernisée qui intègre notamment des capacités de vol tactique de nuit et avec des jumelles de visée nocturne et un système modernisé en partenariat avec la Pologne. Donc maintenant, si on passe aux héritiers de ces appareils soviétiques, qui ne sont présents évidemment que dans l'armée russe, on a deux types d'hélicoptères d'attaque, et on pensait que toutes les leçons et les défauts qu'on connaissait sur le matériel précédent avaient été exploités pour faire quelque chose qui était largement meilleur aujourd'hui. Le premier hélicoptère, qui est très caractéristique par sa forme, c'est le Kamov 52, qui se surnomme Alligator. C'est l'aboutissement du programme le Kamov 50, qui date de la fin des années 70, et à l'époque, les soviétiques voulaient un hélicoptère d'attaque qui soit monoplace, c'est-à-dire avec seulement un seul pilote, qui doit être capable de gérer le pilotage, la navigation et le système d'armes, ce qui est évidemment très complexe, mais du coup ça nécessite un grand niveau d'automatisation pour le pilote, simplement puisqu'il faut savoir le libérer de son pilotage pour qu'il puisse faire les autres tâches, et ça a été très difficile à atteindre. Du coup, le début du Kamov 50 étant compliqué, ils ont décidé de faire un Kamov 50 biplace qui s'appelle le Kamov 52, qui devait éclairer les cibles au profit du Kamov 50. Et au final, le Kamov 50 il est devenu opérationnel seulement après la fin de l'URSS, et il y en a seulement une dizaine qui ont été construits durant les années 90, avant l'abandon du projet. Et finalement, c'est la production du Kamov 52 qui reprend pour une entrée en service seulement en 2011. Donc c'est un appareil qui a des racines très anciennes, mais finalement qui est moderne en termes de date de premier vol opérationnel, mais ça veut dire qu'il y a quand même 30 ans de développement. Donc c'est particulièrement long. L'appareil intègre alors les équipements occidentaux que les Russes ne produisent pas, notamment des systèmes d'optronique, des systèmes de navigation, les systèmes de viseurs également, qui sont fournis notamment par Sagem. D'ailleurs, il y a des polémiques autour de ces questions, comment ça se fait que les pays occidentaux ont fourni du matériel pour équiper les hélicoptères, notamment le Kamov 52, des chars également. Je vous renvoie vers une autre vidéo dans laquelle on parle de ce sujet-là. Le blindage du Kamov 52, il est complet, donc tout le cockpit doit être normalement blindé, et le pilote a même un système d'éjection avec les pales qui se détachent, donc normalement, ça doit permettre une survivabilité qui est très élevée. La cellule, elle est très largement faite en composite, et vous avez cette particularité d'avoir la double hélice contrarotative, ce qui permet de se passer du rotor de queue, et qui réduit forcément la faiblesse des hélicoptères de la série des Mi dont je vous parlais tout à l'heure, Mi 8, Mi 24, Mi 17, etc. Par contre, le vrai problème, c'est qu'il y a beaucoup plus de pièces mobiles, il y a beaucoup plus de systèmes à entretenir, donc la maintenance est beaucoup plus lourde, ça coûte beaucoup plus cher par rapport aux hélicoptères classiques. Le Kamov 52 dispose d'un armement qui est important, il y a un canon de 30 mm, avec en plus 6 points d'emport sous voilure qui peuvent permettre d'emporter jusqu'à 2 tonnes d'armement, avec également une capacité RR via des petits missiles Igla qui sont les mêmes qu'on peut tirer depuis l'épaule. Par exemple, il a la capacité d'emporter jusqu'à 12 missiles anti-chars, des pods de roquettes, des missiles, et au niveau de son emploi, il partage une situation tactique et de désignation cible avec les autres hélicoptères, donc là, sur la gestion de la patrouille, c'est vraiment un hélicoptère moderne. Donc sur le papier, c'est un magnifique appareil, mais le problème c'est que l'engagement en Ukraine a confirmé un certain nombre de faiblesses pour lesquelles on avait déjà quelques suspicions par le passé. D'abord, on savait que le Kamov 52 souffre de surpoids, ce qui provoque des vibrations excessives qui entraînent des défaillances mécaniques, des dommages et une fatigue de la structure, à tel point que des fissures ont été observées au niveau des ailes, avec même des appareils qui perdaient une partie de leur carénage en vol, ce qui a touché l'avionique et les équipements de navigation. Ensuite, dans certains cas, on a observé un déséquilibre important dans les parties rotatives du Kamov 52, qui ont entraîné une instabilité pendant le vol, rendant non seulement le contrôle du vol difficile, mais également impossible dans certains cas. Et il y a des rumeurs que ce serait ça qui aurait causé l'accident en mai 2018 en Syrie. Officiellement, il y avait eu 2 morts dans ce crash qui avait une cause qui était technique. Et dans ce crash, comme celui de mars 2012, on remarque aussi que le système d'évacuation n'avait pas fonctionné. Tout cela, ces éléments, la configuration même de l'appareil et tous ces problèmes, ça implique une maintenance très lourde qui semble difficile à mettre en œuvre sur un théâtre d'opération. Du coup, il y a des besoins excessifs de maintenance des hélicoptères à double rotor coaxiaux, et ça semble toujours pas réglé par rapport aux générations d'il y a 20 ou 30 ans. L'avantage du double rotor, c'est d'avoir une taille réduite, ce qui est objectivement pertinent, par exemple quand on est sur un bateau, mais qui n'a pas vraiment d'intérêt quand on est au sol. Ça permet de voler plus haut, à une altitude qui va être 500 mètres plus élevée que l'altitude maximum de vol du Mi-28, sauf que ça sert absolument rien en Ukraine,
Et le grand avantage, c'est vraiment la maniabilité et la vitesse maximale du Kamov 52 qui est plus élevée que celle des hélicoptères traditionnels. Pour ce qui est de la solidité, on le sait, on l'a vu, le double rotor, c'est beaucoup plus sensible. Et il est impossible d'imaginer, par exemple, vous vous souvenez qu'à l'époque, le Mi-24 était revenu se poser, même en ayant perdu une pale sur son rotor principal. Là, c'est impossible d'imaginer même une petite défaillance sur un des rotors, l'hélicoptère, il est inrattrapable. Mais la grande information de cette guerre a été donnée directement par la chaîne Russia Today la semaine dernière, lors d'un reportage qui était destiné à montrer la robustesse du Kamov 52, car celui-ci avait justement réussi à se poser malgré la panne d'un de ses moteurs. Le pilote a montré les impacts qui avaient touché son hélicoptère. On voit des impacts qui sont dans le radar, des tirs qui ont également endommagé l'arrière du moteur, mais aussi le câblage électrique de son cockpit, ce qui est étonnant car ces impacts semblent de petit calibre. Et c'est pire parce qu'effectivement, il montre les balles, et ce ne sont que des balles de 7,62 qui ont touché l'hélicoptère, c'est-à-dire de la simple Kalachnikov. Donc les Ukrainiens recevaient jusqu'à maintenant l'indication de ne pas gaspiller leurs munitions sur le Kamov 52, puisque théoriquement, il est capable de résister à des balles de 12,7, donc les gros calibres. Et là, finalement, on se rend compte que ça vaut le coup de tirer avec des petites Kalachnikov sur le Kamov 52, puisqu'effectivement, il n'est pas blindé comme il le prétendait, il a eu un moteur cassé simplement par des tirs, et son système d'avionique était également touché par des simples tirs avec la Kalachnikov, donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de Kamov 52 qui soient visés désormais par les hommes au sol, alors que jusqu'à maintenant on leur disait « évite de gaspiller tes balles ». En Ukraine, on peut d'ailleurs s'étonner du nombre de pertes de Kamov 52, car on a au moins 13 Kamov qui ont été abattus, sans compter la collision qui s'est déroulée en Russie et qui a été révélée par les médias, mais du coup il y a au moins 13 hélicos qui sont prouvés, abattus, avec les preuves qui remontent simplement sur les médias sociaux, donc il y en a certainement encore plus que ça. Et quand on regarde les images des Kamov 52 qui sont visés par ces missiles tirés depuis l'épaule, on s'étonne de ne pas voir de départ de leurre infrarouge. Ici, on est face à un simple système IGLA, donc on voit qu'il n'y a absolument aucun système d'autodéfense qui se déclenche, mais le pire, et d'ailleurs ça a fait un gros buzz pour les Ukrainiens, c'est qu'ils ont tiré des missiles anti-chars sur au moins 2 Kamov 52, et ils les ont détruits avec les preuves de la destruction dans ces vidéos. Ce sont des tirs qui ont été réalisés à longue distance, à plusieurs kilomètres, et le Kamov 52 n'a absolument aucune réaction. C'est comme si l'hélicoptère n'avait pas détecté le départ du missile, donc c'est vraiment étonnant, et objectivement c'est un peu décevant de la part de l'appareil de ne pas déclencher simplement ses leurres comme tout autre appareil pourrait le faire. Donc est-ce qu'il y a des soucis sur le système de détection du départ de missiles? C'est vraiment une question qu'on pourra se poser. En tout cas, ça expliquerait comment et pourquoi entre 15 et 20% de la flotte de Kamov 52 a été détruite dans cette guerre. Heureusement, les premiers succès du système d'évacuation ont été validés après plusieurs ratés. Donc beaucoup d'analystes, et j'en fais partie, pensent que on est un peu déçu du Kamov 52 par rapport à la réputation et par rapport aux attentes qu'on pouvait en avoir. Et ça confirme également ce que les décideurs russes avaient dit également à l'époque, quand certains d'entre eux avaient dit on préfère tout acheter sur le Mi-28, l'hélicoptère qui a une architecture traditionnelle, parce que l'architecture double rotor, c'est quelque chose qui est dépassé, qui correspond plutôt à une vision soviétique, ou en tout cas ancienne de l'aviation de combat. Si on regarde maintenant le deuxième hélicoptère de combat moderne russe, c'est le Mi-28 Avok. C'est un hélicoptère de combat anti-char qui est capable, en plus de transporter 3 passagers. Il a été développé à partir de 1976, mais le programme a plus ou moins été abandonné pour favoriser le Kamov 50 dont on a parlé, parce que celui-ci avait une capacité jour-nuit. Sauf que le surpoids sur le Kamov a remis le Mi-28 dans la course, avec une mise à jour qui permet d'intégrer notamment une caméra infrarouge, une capacité jour-nuit tout temps, avec également le vol en très basse altitude, et du coup il rentre en opération en 2006, donc là aussi c'est un programme qui met 30 ans entre le début du projet et sa mise en opération, avec un parc qui est très réduit, puisqu'on a à peine plus de 100 hélicoptères disponibles au début de la guerre en 2022. Il a plus ou moins le même armement que le Kamov 52 avec un canon de 30 mm, sauf qu'il a cet avantage d'avoir un débattement sur ce canon à 110 degrés. Donc ça c'est vraiment très intéressant parce qu'on n'a pas besoin de s'aligner sur sa cible pour pouvoir tirer dessus. Il a une capacité jusqu'à 12 missiles contre 16 pour le Kamov 52, mais surtout ce qui est gênant, c'est qu'il n'a pas les missiles de nouvelle génération, contrairement au Kamov 52. J'ai eu la chance de voir le Mi-28 en démo, j'en ai parlé dans une vidéo, j'en ai dit beaucoup de bien, je vous renverrai le lien vers cette revue de presse, mais bizarrement le Mi-28 est beaucoup moins médiatisé que le Kamov 52 par la Russie, alors qu'il semble obtenir au moins d'aussi bons résultats, et qu'il connaîtrait beaucoup moins de pertes, puisqu'il y en a seulement 5 qui ont été perdus
prouvé. On le voit escorter des convois, on le voit réaliser des missions d'attaque, mais on voit aussi qu'il escorte le Mi-8 et même qu'il escorte le Kamov 52, puisque quand ils sont en binôme, c'est toujours lui qui a le rôle d'éclaireur, c'est-à-dire que c'est lui qui vole devant. Et la seule destruction filmée du Mi-28, c'est lié à un missile Starstreak qui est impossible à arrêter avec les leurs habituels. Et les Ukrainiens n'ont pas fourni d'autres images de destruction de Mi-28, donc a priori c'est que les contre-mesures, les nuages de paillettes ou les nuages de leurre de chaleur sont peut-être efficaces. En tout cas, le blindage est probablement au niveau attendu, et c'est pour ça qu'on le voit toujours en premier, parce que c'est l'éclaireur, c'est lui qui prend le risque, et le Kamov 52 qui est un petit peu derrière. Donc maintenant, si on regarde au niveau matériel, j'aurais tendance à dire que le Mi-28 est à la hauteur des attentes, tandis que le Kamov 52 est un peu décevant, mais d'une manière générale, on sent un ralentissement net de l'attrait des hélicoptères russes, parce que les ventes se sont effondrées depuis 10 ans, alors que celles des hélicoptères américains, européens ont fortement augmenté. Le dernier exemple en date, qui date même pas de cette guerre, c'est l'Inde qui a renoncé successivement à 48 hélicoptères Mi-17, qui a annulé l'achat de 10 Kamov 31, mais qui va aussi probablement renoncer à l'achat de 210 Kamov 226. Donc on voit même les clients historiques traditionnels de la Russie renoncent à acheter des Kamov. Si on passe maintenant à la dimension emploi des hélicoptères, et plus simplement à la caractéristique technique, il y a un élément criant, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo dédiée aux avions, c'est le manque de munitions guidées. La pénurie, elle se voit aussi dans les emports qu'on voit dans les vidéos fournies même par la Russie. Au début de la guerre, tous les paniers étaient remplis avec des missiles ou alors avec des roquettes guidées, et désormais, ils n'ont au mieux que quelques missiles et très majoritairement des paniers à roquettes. Donc non seulement c'est pas guidé, mais il y a énormément d'images de ces tirs en cloche. Tous les hélicoptères pratiquent cette méthode, autant les Mi-28 que les Kamov 52, et on voit également la même chose du côté ukrainien, mais au final, si c'est pour faire ça, d'un point de vue opérationnel, ils pouvaient très bien garder les Mi-24 vieux de 50 ans, il n'y a absolument aucun intérêt, c'est une sorte de MLRS mobile, c'est-à-dire c'est comme un système lance-roquette mobile, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Et en plus, évidemment, il y a une plus faible efficacité dans le bombardement, mais ça oblige de se rapprocher au plus proche et de se mettre en danger pour éventuellement essayer d'améliorer l'efficacité du bombardement. On voit les raids qui ont été conduits par exemple par les Ukrainiens, là ils ont été directement sur le terrain, bombardés en direct, là ils savent qu'ils touchent au but. Quand on tire comme ça en hauteur, on arrose plus ou moins une zone qui est large, mais l'effet au sol doit être quand même très réduit. Si on s'intéresse à la doctrine d'emploi, donc l'usage des hélicoptères en Ukraine, elle prouve que la Russie est restée sur la doctrine soviétique avec 3 grandes caractéristiques qui sont ultra connues. Le premier, c'est d'avoir des opérations offensives dans ce qu'on appelle la marche à l'ennemi, c'est-à-dire qu'on va au contact malgré des pertes qu'on va accepter. Le deuxième objectif, c'est la supériorité numérique, là elle est facilement acquise face à l'Ukraine, et la troisième caractéristique, c'est de constituer une menace sur les arrières de l'ennemi. Le meilleur exemple de cette triple doctrine, c'est la tentative de réaliser des raids aéroportés massifs, et il y a eu donc par exemple dans la nuit du 24 au 25 février, sur l'aéroport d'Hostomel près de Kiev, j'en ai déjà parlé dans une vidéo en détail, mais il n'y a pas eu moins de 250 rotations d'hélicoptères pour cette mission. Sauf que les troupes déposées n'ont pas été capables de tenir jusqu'à l'arrivée des renforts russes par le sol, car ceux-ci étaient retenus, il y avait des grands combats dans le nord de Kiev, et sans ces renforts, il fallait maintenir et sécuriser un lien logistique par les airs, ce qui n'a pas été possible. Donc la position qui avait été initialement prise a dû être abandonnée ou a été perdue, et l'aéroport n'a pas pu être sécurisé pour y faire se poser des Ilyushin 76. Donc lorsqu'il était clair que les forces déposées allaient être détruites par les Ukrainiens, les hélicoptères n'étaient pas suffisants pour exfiltrer les troupes qui avaient été déposées là. Donc au final, les troupes russes ont perdu plus de 60 blindés sur l'opération, des dizaines de morts et de blessés, un nombre très important d'hélicoptères, et on continue à en repêcher jusqu'à maintenant. On voit bien que la doctrine russe garantit l'aller mais ne prévoit pas réellement le retour, mais c'est un exemple parfait de l'application des 3 piliers, c'est-à-dire cette volonté de marcher à l'ennemi, on va au contact, on va se battre en profondeur, on constitue une menace sur les arrières du front ukrainien, et on atteint une supériorité numérique. Donc si ça avait marché, et si Hostomel, l'aéroport, avait été exploitable au profit des Russes, ça aurait été réellement une catastrophe pour les Ukrainiens, et ça aurait peut-être changé le cours de la guerre. En tout cas, à l'inverse, on ne voit pas de raid façon commando comme les Ukrainiens ont pu le faire à Belgorod, donc on se pose la question, est-ce qu'ils n'en font pas, ou est-ce qu'ils se contentent d'envoyer des missiles de croisière pour toucher des cibles à longue distance? C'est une possibilité aujourd'hui, en tout cas, ils ne montrent pas leur capacité à conduire des raids en profondeur avec des Kamov 52 ou des Mi-28N, donc peut-être qu'ils n'en font pas.
Pour ce qui est de la supériorité numérique, on voit qu'elle n'est garantie que par le panachage d'un nombre de modèles d'hélicoptères qui est très important, puisqu'au total, il n'y aurait que 250 hélicoptères d'attaque modernes en additionnant les Mi-28 et les Kamov 52. Donc la solution, c'est de mélanger un nombre important d'hélicoptères, ce qui permet d'avoir des systèmes très pertinents et efficaces pour répondre à des besoins qui sont bien spécifiques, mais le groupe est également soumis à la faiblesse des plus vieux et doit s'adapter aux hélicoptères les plus lents. Et en termes de logistique et de maintenance, c'est une catastrophe, puisqu'évidemment, il faut 4, 5, 6 types de maintenance différentes. À titre de comparaison, la flotte des hélicoptères de l'armée de terre des États-Unis ne comprendra à terme que 4 types d'hélicoptères, avec le plus petit, le H-6, qui est très léger et maniable, l'H-64, qui est l'hélicoptère d'attaque, l'UH-60, qui est l'hélicoptère de transport tactique, et le CH-47, qui est le gros hélicoptère de transport lourd. Pour terminer, sur l'emploi, on ne voit pas d'engagement coordonné des blindés avec des hélicoptères ou avec de l'aviation, et à part l'assaut sur Hostomel, toutes les vidéos présentées par le ministère de la Défense russe montrent des hélicoptères qui sont simplement en binôme. Et les tirs sont sur des cibles d'opportunité, ça semble pas être sur une zone avec des engagements au sol. Donc c'est pas pour soutenir les copains au sol, ils se promènent et ils tirent. Donc on ne sait pas exactement de quelle manière ils coordonnent leurs hélicos, mais a priori, ils n'ont pas une doctrine d'emploi qui est coordonnée, avec pas de communication tactique, par exemple, avec une demande d'appui par les troupes au sol. Pour conclure, on peut dire que la doctrine n'a pas évolué depuis l'époque soviétique. La technique que les amateurs de jeux vidéo pourraient appeler le rush, c'est-à-dire que tout le monde rush, on y va tous ensemble, elle reste de mise en Russie. La plupart des emplois des hélicoptères se font par paire, sans coordination avec d'autres armes ou avec d'autres armées, et c'est probablement leur principale faiblesse, puisqu'ils ne l'exploitent pas au maximum de leur capacité. Côté matériel, le Mi-28 est l'hélicoptère attendu. Je l'aimais beaucoup avant la guerre, il ne déçoit pas, même s'il bénéficierait certainement de l'ajout des missiles modernisés qui lui manquent, plutôt que d'avoir simplement les missiles radiocommandés Ataka. Le Kamov 52 de son côté, il semble être moins pertinent qu'attendu, plus fragile, même s'il a évidemment des qualités, mais on comprend pourquoi les pays comme l'Algérie ou la Turquie, où il a pourtant participé à des compétitions, lui ont préféré l'Augusta 129 italien. Le seul client du Kamov 52, c'est l'Égypte, qui veut équiper ses navires de la classe Mistral, et le choix est pertinent, puisqu'encore une fois, on veut des petits hélicoptères pour tenir, pour en mettre beaucoup sur un bateau. Mais sinon, c'est clairement un échec commercial, et ça ne va pas s'arranger, puisqu'on a même des articles qui disent que la Chine remettrait en cause sa volonté d'acquérir des Kamov 52 pour sa marine suite aux mauvaises performances de l'hélicoptère en Ukraine. Pour cet épisode, je tiens à remercier Héloïse pour son travail, ainsi que Gilles, qui est un ancien de l'ALAT, qui m'a donné beaucoup de tuyaux, et également les techniciens hélicoptères de la Marine nationale qui ont analysé certaines de ces vidéos avec un œil éclairé, donc je remercie également tous ceux qui ont pu m'aider à analyser ces images. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Là, on fera un prochain épisode, c'est une revue de presse Air et Cosmos, le grand retour. À bientôt.